vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée encore aujourd'hui par l'absence du président de la Commission électorale nationale indépendante. La République est donc bloquée. Le président de la Chambre basse du Parlement avait mis en place une commission qui n'a toujours pas réussi à décanter la situation. On va en parler. On ira aussi en dehors de nos frontières pour essayer de tirer les leçons de ce qui se passe actuellement en Guinée avec le coup d'État militaire organisé contre le président Alpha Condé. D'autres questions importantes d'actualité politique seront également évoquées dans cette émission. Un invité que vous connaissez peut-être si vous êtes un habitué de ces plateaux. C'est Maître Arlette Odia. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue de nouveau à cette émission. Ça fait longtemps, qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous nous avez fou ici, hein? Non, pas du tout, on est toujours là. C'est par rapport à l'actualité du pays qui nous permet de venir. Et aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a une actualité. Ça fait plaisir de vous voir. Je rappelle que vous êtes responsable de CEDUC, Collectif pour le développement et l'unité du Congo. C'est une ONG et vous œuvrez dans la société civile, c'est exactement ça. Ancien politique qui se transforme en société civile. Et on sait que la société civile aujourd'hui est un peu estampillée. Il y en a, on sait qu'il y a Zamtaboué, Moutaboué. CEDUC a une tendance. Votre cœur bat pour la Mouka, pour Félix Tshisekedi ou pour Joseph Kabila? Tout simplement pour le peuple. C'est ce que nous avons choisi de faire et nous pensons que c'est la meilleure option en ce moment. De tout le temps, la société civile avait pour mission de faire le contrepoids au pouvoir, mais de ne défendre que l'intérêt du peuple. Malheureusement, depuis 2004 à Sun City, il s'est dégagé que la classe politique qui s'était retrouvée là-bas avec toutes les autres forces sociales avait décidé de réserver certains quotas pour la société civile. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Parce que la société civile n'est pas là pour conquérir, pour le pouvoir, pour la conquête du pouvoir. Malheureusement, on vit tout le contraire. On dira finalement que les acteurs politiques, ils veulent conquérir le pouvoir et la société civile veut conquérir le poste, ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a fait que, quand vous voyez la société civile, la plupart des animateurs ou des acteurs, ils ont tendance à balancer dans les camps de ceux qui peuvent garantir des postes pour eux. C'est anormal. C'est pour cette raison que nous, les CEDUC, avons fait des recommandations claires à son Excellence Monsieur le Président de la République, premièrement, d'impulser la mise en place de la coordination nationale de la société civile. Elle a été prévue dans les statuts qui régissent la société civile signés au mois de janvier 2003, mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Quand vous allez en province, vous entendrez quand même les présidents provinciaux ou les coordonnateurs provinciaux de la société civile. Mais la coordination nationale, ce cadre de concertation où les gens de la société civile peuvent discuter et échanger pour lever certaines options, ça n'existe plus parce que c'est maintenant des tendances, c'est ce qui est regrettable. Le second point que nous avons proposé, c'est qu'il soit supprimé cette notion-là de quota de la société civile. C'est ce qui tue la société civile. Et nous, le CEDUC, nous travaillons, nous militons tout simplement pour l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo. Nous militons pour l'amélioration de conditions de vie de nos populations et en cela, nous accompagnons le pouvoir, nous jouons notre rôle et nous défendons l'opposition, nous défendons le peuple. C'est ce que nous avons choisi de faire. Ça veut dire tel que vous êtes là, si on vous proposait à l'heure actuelle de vous donner le ministère de genre, famille et enfants plutôt, si on vous appelait pour remplacer la ministre de la Justice, vous, là, Arlette Odia, vous allez refuser? Dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas faire ça. Ce sera de renier notre propre existence et notre engagement de faire les choses autrement. Je pense que tout acteur de la société civile qui voudrait accéder aux fonctions politiques devrait logiquement adhérer dans un parti politique ou alors attendre les échéances électorales à l'issue duquel il peut se faire
élire, adhérer à un parti politique, parce qu'avec ce problème des seuils, il n'est toujours pas évident que les indépendants puissent gagner de sièges au sein de l'Assemblée nationale. Mais il faut attendre ce moment-là et assumer ces choix. Et si en cours de mandat, vous prétendez au poste, mais adhérez tout simplement dans les partis politiques. C'est quand même rare de voir ce que vous dites là au niveau de la société civile, un peu pour dire que le Congolais consensueux dans le pays, ça existe encore. Alors, maître, l'actualité, c'est d'abord, c'est sextape des élèves. On a vu un groupe d'élèves en train de s'amouracher de manière assez ostentatoire. Ça circule dans les réseaux sociaux. Et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a pris une décision excluant ces enfants-là de leur école, mais aussi de tout système éducatif. Du coup, ça crée une polémique, ça fait beaucoup de bruit. Quel est votre point de vue sur ces images que vous avez peut-être vues et sur la décision du ministre de l'EPST? Oui, à visualiser ces images, le premier réflexe en tant que parent, c'est la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, de pouvoir constater combien la dépravation de mœurs a atteint des proportions très inquiétantes. Mais après, en tant qu'activiste au sein de la société civile, je me dis que ça dénote quand même l'absence de l'État. Il faut comprendre par là que c'est la misère qui a atteint le pic. Comment vous pouvez dire ça? Ces enfants sont des enfants, des écoliers, les parents ont payé des études, ils sont en uniforme, ça veut dire que c'est pas des miséreux, les enfants que j'ai vus là. C'est ce que vous pensez. Moi, quand j'ai visualisé ces images, à voir comment les jeunes garçons, comment il est en train, un peu comme des rires, c'est un peu comme des gens qui s'amusaient. L'idée que j'ai eue, c'est que tout simplement, la fille, peut-être qu'elle avait été demandée et qu'elle aurait exigé une somme d'argent quelconque, les petits garçons se sont arrangés pour payer cet argent-là. Ils étaient pratiquement en train de consommer leur argent. Il faut comprendre par là que c'est la misère qui amène les gens à commettre ce genre de choses. Un enfant qui a dans son sac un pain pour manger à la récréation, qui a dans son sac de quoi payer son transport aller-retour pour aller à l'école, qui a dans son sac de quoi répondre à ses besoins primaires, ne peut pas s'adonner à de tels actes. C'est ainsi que j'ai trouvé assez réaliste la décision prise par le ministre, celle d'abord d'exclure les enfants de l'école. Non, pas du tout de les exclure de l'école, mais de les rayer, c'est comme ça qu'on a dit, du système éducatif, mais seulement pour une année. Il faudrait que ces enfants-là comprennent que c'est une sanction. Ce n'est pas en fait une punition, c'est une sanction. Et ces choses-là, ces sanctions-là, on les a vues même à l'université, même dans des écoles. Mais le mieux serait de garder leur dossier au niveau des écoles. Parce que je viens d'apprendre cet après-midi que cette décision a été revue et qu'elle est remplacée par la simple exclusion dans les écoles catholiques. Ils peuvent donc aller dans les écoles privées. Alors moi je dis, cette décision-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire que comme ces enfants-là se sont égarés, il faut encore les égarer davantage. Or, le but d'une sanction, c'est de resocialiser la personne qui a commis un fait répréhensible. J'aurais été à la place du ministre, j'aurais tout simplement décidé que l'année prochaine, ces enfants-là ne devraient pas étudier ni dans les écoles catholiques, ni dans les écoles privées. Pour que l'année qui va suivre, qu'ils comprennent que l'acte qu'ils avaient posé n'était pas bon et qu'ils ont dû payer les prix. Alors, je n'ai pas très bien compris comment on est allé à l'exclusion dans les écoles catholiques pour les accepter tout simplement dans les écoles privées. Donc vous êtes plutôt pour la ligne dure. Il fallait des sanctions exemplaires pour amener ces jeunes gens-là à comprendre que ce qui s'est passé là n'était pas normal. Ce sont des enfants, il faut les éduquer. Qui aime bien châtie bien, c'est ce que nous avons tous appris. Mais il ne faudrait pas que ce soit des décisions populistes, des décisions irréfléchies. Et quand c'est irréfléchi, vous voyez la conséquence. Aussitôt que les gens se sont manifestés sur les réseaux sociaux, le gouvernement représenté par le ministre de l'EPST et des droits humains ont fait rétropédalage. C'est toujours
très décevant de voir ces genres de rétropédalage dans les chefs de gouvernement qui traduit l'idée que les décisions, elles sont prises de manière... Non, mais les gens ont quand même réagi par rapport à la décision du ministre. Moi, je l'ai communiqué. Le ministre avait décidé d'abord l'exclusion de leur école et l'exclusion de tout système éducatif dans le pays. Ça, c'est quand même pas normal. On ne peut pas décider, sauf si vous voyez les choses différemment, que ces enfants-là ne reprennent plus leurs études, qu'ils soient exclus du système éducatif du Congo. Ça c'est inacceptable. Comment ça peut être inacceptable? Nous avons tous vécu, en étant étudiants, en étant élèves, il nous est arrivé de commettre des bêtises à l'école et nous avons été sanctionnés. Ce sont des élèves, ils doivent être punis. Il y a des gens qui n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les minervales. Il peut y avoir aussi des élèves qui n'étudient pas parce qu'ils ont commis des actes répréhensifs. Il faut voir ça comme un parent qui veut éduquer son enfant. Et une année sans étudier, je pense que ça aurait suffi pour que ces enfants comprennent qu'en dépit de la misère, qu'en dépit du manque, il y a intérêt à rester digne, à rester intègre et attaché aux valeurs. J'aurais été à la place du ministre, comme je l'ai dit, j'aurais décidé que l'année prochaine, que ces enfants-là n'étudient pas, que leur diplôme, leur bulletin soit retenu à la même école où ils étaient et qu'ils reviennent l'année d'après, continuer leurs études toujours dans la même école pour qu'ils sentent l'essence de cette sanction et de cette punition. Mais la voie, la logique dans laquelle s'est engagé le ministre me donne tout simplement l'impression que c'est un dossier qui a été politisé et en politique, on peut aujourd'hui prendre une décision et demain prendre une autre sans remords. Non, mais ceux qui disent que les enfants, c'est pas un cas isolé. Pourquoi exclure les enfants dès lors qu'on sait que dans ce pays, et les pasteurs, on les a vus en sextape, et les musiciens, on les a vus, on les a pas exclus. On a vu même les hommes politiques en train de se masturber, passez-moi l'expression, que mes téléspectateurs ne soient pas choqués. Dans leur bureau officiel, ils n'ont pas été exclus du système. Pourquoi, quand c'est les enfants, vous prêchez pour une sanction dure, alors que les adultes qui sont supposés avoir une certaine maturité et agir conséquemment, eux, ils ont fait ça, ils n'ont été exclus nulle part. Mais parce que les enfants, ce ne sont pas des adultes. Vous savez que l'acte sexuel, c'est pas en fait un péché, mais seulement à un certain âge, il est contre-indiqué pour des raisons de santé, des raisons de moralité et que sais-je encore. Et l'hypothèse dans laquelle nous nous retrouvons, ce sont des enfants qui sont supposés commettre certains actes et ne pas en commettre d'autres. Et quand on les sanctionne, c'est parce qu'on les aime. Ce n'est pas pour leur faire du mal. C'est ça, ce que je pense. Ils ont commis cet acte-là, ce qui est beaucoup plus grave. Il se peut que ce soit de majeurs. Et quand de majeurs se décident de passer un acte comme celui-là, on ne peut rien leur reprocher. Mais quel est le mal? C'est le fait d'avoir filmé et de l'avoir partagé. C'est là que, en tant qu'enfant, vous contribuez à la dépravation de mœurs. Il faut taper, mais très fort, pour que ces enfants-là soient resocialisés. C'est ça. C'est que le but que nous poursuivons dans notre communication, c'est que nous voulons que ces enfants-là soient récupérés dans la société, qu'ils comprennent que l'acte qu'ils avaient commis n'était pas bon. Et que le gouvernement se remette en question, qu'ils se rendent compte que si on en est arrivé là, c'est parce que la misère dans notre pays a atteint des proportions très inquiétantes et que si on n'y prend pas garde, on vivra des scènes beaucoup plus obscènes et beaucoup plus odieuses que celles-là. Parlons justement des sextapes. Je rappelle ici que selon une décision qui doit être prise, je ne sais pas si elle a déjà été prise, au niveau du Congo central, le vice-gouverneur doit assumer l'intérim de Atouma Toubouana avant les élections. Et vous vous rappelez de ces vice-gouverneurs? C'est Justin Louemba qu'on a vu tout nu dans l'affaire Yamimi, dans l'affaire sextape Yamimi. Il sera donc le gouverneur haï de la... Ça vous choque que lui soit vice-gouverneur ou vous vous dites ça peut passer? Lui, on l'a quand même vu nu dans l'affaire Yamimi au Congo central. Oui, c'est là la différence entre l'époque quand même de la gouvernance du président Joseph Kabila et la gouvernance du président Félix Tshisekedi. À l'époque, on en a vu plusieurs fois les quelques scènes des obscènes des autorités, mais sous Kabila, tout de suite après, on vous sanctionnait. On a vu des ministres perdre leurs fonctions immédiatement. Mais ici, tellement qu'il est question de l'union sacrée, il est question de supplier des gens
qui doivent absolument faire équipe avec vous. Alors quand il leur arrive de commettre des actes comme cela, on ne veut pas le perdre aussitôt. Le gouverneur, c'est depuis combien de temps qu'il était évincé par l'Assemblée provinciale? Mais parce qu'on avait encore besoin de lui. Ça, c'est ce que nous pensons. Les pouvoirs avaient encore besoin des atouts à la tête de la province du Congo central. Maintenant qu'on a certainement trouvé une pièce d'échange et subitement, c'est comme ça qu'on va plonger la province dans tous ces désordres. Le désordre pour confier encore la province à quelqu'un qui s'était déjà illustré dans les actes comme ceux-là. Je pense que c'est quand même aussi au peuple du Congo central de juger cet acte-là, mais nous, à notre niveau au CEDUC, nous pensons que la politique doit être recadrée et que le pays doit repartir sur des bases nouvelles. Vous parlez de l'union sacrée. Comment vous jugez cette union sacrée? On sait que beaucoup de Congolais ont voulu voir la rupture entre Kabila et Tshisekedi. La rupture a été faite, l'union sacrée a été mise en place. Vous pensez que M. Tshisekedi est en bonne voie avec son union sacrée? Vous, qui le regardez avec un œil de la société civile, où vous vous dites non, mais c'est pas ce qu'on attendait, nous, Congolais? Si l'union sacrée était sur la bonne voie, on n'aurait pas eu autant de difficultés à avoir un président de la CENI. Si l'union sacrée était dans la bonne voie, à chaque fois que le peuple pouvait dénoncer un fait social, il pouvait être exaucé. Aujourd'hui, on parle encore du RAM, tout le monde en parle, tout le monde en est victime. Les députés nationaux ont même formulé des questions orales, des interpellations au ministre. On n'entend pas ces interpellations être traitées, être jugées. Il y a tellement des éléments qui vont vous faire croire, vous démontrer, noir sur blanc, que l'union sacrée est en mal de positionnement. Or, notre souci était de voir que, vu que le pays venait quitter fraîchement d'une alternance politique et passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État, que le peuple congolais puisse capitaliser cet événement, qu'il puisse en bénéficier. Malheureusement, le mauvais choix a été fait. C'est lui de reconstituer une majorité en dehors du cadre requis, c'est lui des élections anticipées. Moi, à l'époque, j'étais dans un parti proche de l'UDPS, un parti au sein de l'Union sacrée. Le parti des Vidétiong. Lorsqu'il avait été décidé de la rupture de la coalition FCC-CACH, j'avais fait mes propositions. C'est de dire que le président de la République devrait absolument continuer avec la majorité de son prédécesseur Joseph Kabila, mais à cela ajouter Martin Fayulu qui jusque-là était un non-aligné. Martin Fayulu n'avait jamais adhéré la majorité, il n'avait jamais adhéré l'opposition, il avait fait sa proposition de sortie de crise. Ça veut dire qu'il était ouvert à travailler avec le pouvoir. En dehors de cette hypothèse-là, il fallait carrément dissoudre l'Assemblée nationale pour permettre au président de la République d'avoir une majorité issue des élections. Malheureusement, on a préféré brûler les étapes. Aujourd'hui, on se rend tous compte que l'union sacrée s'est brûlée par étapes. Même des petits incidents qui peuvent facilement trouver de solutions. On ne sait pas trouver de solution et c'est le peuple qui, malheureusement, paye le plus gros prix. Donc l'union sacrée, le péché, c'est déjà dans sa genèse, dans sa conception, dans un péché originel, comme on dit dans la Bible. Le péché est originel. C'est ainsi qu'il est important en ce moment que le président de la République accède à la demande de la classe politique de pouvoir convoquer un cadre de concertation. Et c'est dans ce cadre de concertation de conciliabule. Donc vous prêchez pour un autre dialogue. On sait que dans ces pays, les dialogues aboutissent généralement au partage des postes. C'est pour cette raison que les gens ont horreur au dialogue. Or, dans l'hypothèse qui est celle d'aujourd'hui, je ne pense pas que Martin Fayulu court encore derrière les postes parce qu'il aurait été dans cette posture-là lorsque l'Union sacrée naissait. Il se serait présenté pour demander des postes. Je ne pense pas non plus que le FCC est aussi dans la logique de quémander des postes. Ce serait le cas, on l'aurait su et on l'aurait vu lorsque l'Union sacrée naissait. Peut-être ça, c'est la manie de l'ancienne opposition qui tout le temps demandait les accords et les concertations en vue de se retrouver au sein des institutions. Maintenant là, quand on parle de concertation, on parle de dialogue. L'idée n'est pas de créer des gouvernements d'union nationale. Non.
l'idée est de répartir sur des bases qui soient de bonnes bases. Vous aviez parlé ici, en présentant les sujets, la question de la commission paritaire. La commission paritaire qui devrait traiter les dossiers des candidats envoyés pour composer la CENI. Déjà, on apprend que cette commission a été mise en place avant même que les différentes composantes envoient des délégués. Parce que la loi électorale, elle est claire par rapport au fait que la commission paritaire est mise en place pour traiter les dossiers des candidats envoyés par chacune des composantes. Or, dans les cas d'espèce, même la composante confession religieuse n'a pas encore envoyé son candidat. Toutes les autres composantes, l'Union sacrée y compris, n'a pas encore envoyé ses candidats. Donc la commission paritaire est tributaire à l'envoi au préalable des dossiers des composantes. C'est ce que dit la loi. Mais on observe aujourd'hui que la commission paritaire, elle est mise sur pied avant même que l'Union sacrée elle-même n'ait envoyé ses délégués. C'est pour dire que, à les entendre parler, qu'ils ne se sont même pas encore mis d'accord au sein de l'Union sacrée elle-même pour désigner des délégués avec lesquels, venant d'autres composantes également, la commission paritaire devrait statuer et dégager une commission, les membres de la CENI. À part ça, il y a un second problème qui est la manière dont cette commission devrait se constituer. On entend du côté de la MOUCA et du côté de FCC qui n'ont jamais délégué des députés au sein de cette commission paritaire. Or, la commission paritaire suppose que des délégués proviennent et de la majorité et de l'opposition, d'une part, et que cela soit en nombre égal. Le problème de cette commission, c'est un travail de conformité pour voir si réellement les personnes qui ont été désignées, elles cadrent avec ce que prévoit la loi. Même ce travail-là n'est pas fait. C'est là qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a blocage dans l'administration ou la gestion publique. Mais ce blocage-là, il ne peut se débloquer que lorsque la classe politique représentée par les trois grandes forces politiques en ce moment, il s'agit de l'Union sacrée, il s'agit du FCC, il s'agit de la MOUCA pour dégager des pistes de solutions en vue d'un avenir. Donc vous prêchez pour une rencontre, vous prêchez vous pour un dialogue, que le président appelle à un dialogue où les différentes forces vives et les différentes forces politiques vont se retrouver pour discuter de l'avenir du pays. Nous sommes CEDUC, Collectif pour le développement et l'unité du Congo. Donc nous ne pouvons prêcher que pour l'unité. Et pour nous, l'unité, c'est le socle pour le développement du pays. Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est que la destinée d'un pays se trouve entre les mains de sa classe politique. Et lorsque on est face à ce blocage-là, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a qu'à se rencontrer, à voir comment sauver les meubles qui peuvent encore être sauvés. C'est tout cela que nous conseillons au président de la République, maintenant qu'il n'est pas encore tard, mais qu'il est en train de devenir tard, d'accéder à cette demande. C'est le président de la République qui a tout à gagner. C'est donc lui, dans le cadre de ses fonctions comme garant des bonnes institutions de la République. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité de ce soir, c'est Maître Arlette Oudia, qui est responsable du collectif pour le droit et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Avec elle, nous parlons donc des questions importantes d'actualité en République démocratique du Congo. Maître, vous avez dit que vous prêchez aussi pour l'état des droits. Beaucoup se sont plaints ici lorsque l'IGF était en train de produire ses rapports. On a dit à un moment donné que M. Jules Alenguete était un instrument de Tshisekedi contre ses opposants ou ses adversaires. Mais après, on a vu quand même que Teni Longondo a été arrêté. Qu'est-ce que ça vous a inspiré l'arrestation de M. Longondo? Vous vous êtes dit, enfin, c'est vraiment l'état des droits, c'est le droit qui s'applique à nous tous de manière impersonnelle, sans pour autant réfléchir, ou vous vous dites, comme certains aussi le disent, que c'est une opération de communication, que vous allez voir, il y aura un procès bidon contre lui et il est coupera soit d'une année, soit de 2 ans, soit par sursis. Quelle est votre lecture de l'arrestation de M. Longondo et Teni? J'ai plusieurs fois suivi l'inspecteur général de finances et j'ai tout de suite compris que ses intentions sont bonnes. Tout ce que lui veut donner à ce pays, c'est une bonne gestion
des ressources ou des fonds publics. Ça, ce sont ses intentions. Mais à côté de l'intention, il y a des mécanismes, il y a un procédé, il y a des lois à respecter. C'est quoi d'abord l'IGF? C'est l'une des branches spécialisées, on peut dire ça comme ça, de la présidence. Ça veut dire qu'il est là comme l'enquêteur du président de la République. Après avoir fait ses enquêtes, tout ce qu'il a à faire, il n'y a rien d'autre à faire que d'envoyer ses conclusions à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et c'est lui qui en donne des orientations, ou ce sont des dispositions politiques, des mesures politiques qui sont prises, ou alors c'est la décision d'envoyer les personnes sur lesquelles les enquêtes ont été faites devant les juges et d'y répondre. Mais qu'est-ce que nous vivons dans la pratique? Nous vivons que, à peine qu'il est en train d'auditionner, qu'il est en train de faire ses enquêtes, il est déjà sur les médias pour traiter des ministres et des voleurs, pour traiter les sénateurs des voleurs, tout en oubliant que ça viole la loi qui crée l'IGF, qui fait de lui une branche de la présidence, ça viole le code de procédure pénale qui voudrait que les enquêtes soient secrètes, qui voudrait que tout celui qui est poursuivi jouisse encore de la présomption d'innocence. C'est là maintenant que l'on va à croire et à comprendre qu'il ne s'agit plus de l'état de droit, mais il s'agit des actes, on va dire, politiques. C'est ce qui pousse la majorité, en tout cas du peuple congolais, à ne plus croire à M. Gilles Alinguete. Pourtant, vous ne croyez pas à Gilles Alinguete? Vous, personnellement, vous, Arlette Odia, vous ne croyez pas à l'IGF? Je crois à sa sincérité, je crois aussi à sa bonne intention, mais à voir la manière dont il s'arrange pour ne pas respecter les lois qu'il devrait pourtant respecter, je me dis que ce n'est plus le droit, c'est maintenant de la politique. Et quand c'est la politique, il faut laisser tout le monde analyser, tout le monde donner son avis et donner ses impressions. C'est ainsi que j'ai toujours pensé que le chef de l'État, encore une fois, il a tout à gagner à demander à l'inspecteur général de finances de rester dans les cadres de ses attributions, de respecter toutes les lois qui lui sont applicables. Maintenant, parlons des arrestations contre Eteni et même contre tout autre. Vous savez, notre code pénal date de 1940, le 30 janvier. Jusqu'à aujourd'hui, il a connu plusieurs modifications. Il y a eu des infractions qui au départ n'étaient pas là, qui ont fini par être prévues par le code pénal, tout ça. C'est dans ce cheminement-là qu'il a été incorporé dans le code pénal les infractions telles que l'association des malfaiteurs, les infractions telles que les détournements des deniers publics par le maréchal Mobutu. Quelle était l'idée du maréchal Mobutu? C'était en fait des infractions politiques, avec pour objectif d'inquiéter les acteurs politiques. Aujourd'hui, la situation a changé. Il devrait d'abord y avoir de réformes dans ce secteur-là, que l'on définisse qu'est-ce qu'il faut réellement entendre par association des malfaiteurs, qu'est-ce qu'il faut réellement entendre par détournement des deniers publics. Lorsque vous entrez dans le code pénal, vous verrez une infraction telle que les vols. Les vols est défini par le code pénal. Une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Vous allez prendre une infraction comme abus de confiance. Elle est définie dans le code pénal. C'est le fait de détourner une chose de sa destination initiale. Mais quand vous prenez l'infraction de détournement des deniers publics, la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par détournement de deniers publics. Il dit quiconque aura détourné. Donc on définit un mot par le mot en question. Or, on aurait bien voulu que les détournements signifient tel acte ou tel autre. Mais la loi définit encore les détournements en citant le mot détournement dans la définition. C'est pour vous dire que ce sont des infractions qui n'ont presque pas de contenu. Ils ont atterri dans le code pénal à l'idée d'inquiéter les acteurs politiques. Pour mieux vous en convaincre, vous allez vous rendre compte que est-ce qu'un ministre s'en va à la banque ou à la banque centrale ou à la banque commerciale récupérer l'argent? Non. Alors, s'il y a détournement, ça veut dire qu'il y a de la complicité et avec ses supérieurs et avec ses subalternes. Comment, dans ces conditions-là, quelqu'un peut détourner de l'argent?
humainement et du point de vue de la logique, ce n'est pas possible que l'on détourne sans la complicité et des uns et des autres. Mais pourtant, vous verrez que ce sera seul l'individu qui viendra répondre du détournement. C'est parce que cette infraction-là n'a pas de contenu. J'ai toujours cru en la bonne volonté de l'IGF. Je crois en la bonne volonté des dirigeants d'aujourd'hui. Mais je voudrais que l'on respecte aussi la loi. Ça va aider tout le monde. Que ces infractions-là soient redéfinies, que l'on sache exactement quels en sont les contenus pour que nous ne puissions pas assister impuissamment à la condamnation des innocents. Donc là, les députés qui vous suivent ont du pain sur la planche. Je comprends, vous soutenez l'IGF, mais vous avez à dire par rapport à ces méthodes, si je comprends bien. Justement. Le fond, il est bon, mais la forme que l'IGF donne, c'est là le problème. C'est là que ça vous indisponibilise, ça vous indispose un peu. Voilà, c'est là tout le problème. Parce que nous sommes dans un État démocratique. Et dans un État démocratique, les lois, où elles se respectent, où elles s'échangent. On ne peut pas être là dans une RDC où le code de procédure pénale prévoit que les enquêtes sont secrètes, mais M. l'IGF, il fait ses enquêtes avant de les clôturer ou à peine qu'il les a clôturées, sans réserver la primeur à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il va venir comme ça exposer les acteurs politiques et le gouvernant au mépris de l'opinion. Moi, l'arrestation ou pas arrestation, pour moi, il n'est pas question que ce soit Eteni, que ce soit Matata, que ce soit Kamere. Pour moi, ces choses-là, elles sont impersonnelles. Nous avons besoin d'une loi pénale qui vienne régler les problèmes de la société plutôt que d'en créer. C'est ça notre souci. On veut qu'il y ait des réformes. Vous voyez le président Joseph Kabila, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, je parle de cet homme non pas comme un acteur politique, mais comme le quatrième. J'ai l'impression que vous le défendez là, Kabila. Là. Je ne le défends pas, je suis dans les faits. Okay. Je voudrais que celui qui pense que je le défends contredise les faits que j'évoque. Quand Kabila arrive au pouvoir, il se rend compte que tous les secteurs de la vie étaient par terre. Naturellement, parce qu'on sortait fraîchement d'une alternance militaire, d'une alternance armée avec l'entrée de l'AFDL. Il se rend compte que les secteurs de la justice doivent être assainis. Qu'est-ce qu'il fait? En 2000, il organise les recrutements. Non, il commence par améliorer le salaire des magistrats. Deuxièmement, il organise les recrutements. Troisièmement, il va mettre en place l'éclatement de la Cour constitutionnelle pour que les dossiers, que ce soit de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation, de Conseil d'État, soient... Il éclate les ordres de juridiction. Il éclate. Il amène les acteurs judiciaires dans les états généraux de la justice. Il y a des réformes qui sont prévues, notamment le ministre de la Justice, conformément à l'article 70 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, et a un pouvoir d'injonction sur les parquets. Pourquoi? Parce qu'il doit veiller en tant que gouvernement que les animateurs de la justice respectent et la loi, et les lois des fonds, et les lois des procédures. Mais malheureusement, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive, on a vu dans ce pays une scène où le ministre de la Justice est arrêté par le parquet. Arrêté par le parquet. Ça veut dire que le parquet, parce qu'on parle de l'indépendance de la justice, peut maintenant arrêter même le gouvernement. Parce qu'en tant que ministre, il représente les gouvernements. Je n'ai jamais dit que le ministre ne peut pas être arrêté. Mais le ministre de la Justice, par rapport à ses fonctions, si la personne qui porte cette casquette-là vient à commettre des forfaits, il faut commencer par le démettre de cette fonction de ministre. Comme ça, il sera arrêté en homme libre. La loi prévoit la flagrance, hein, madame? Oui, la loi... En cas de flagrance, on n'a pas besoin de lever des immunités ou des inviolabilités. Je ne parle pas des immunités parce que là encore, c'est du judiciaire, c'est du juridique. Je parle ici d'un ministre et d'un membre du gouvernement. C'est un politique. Et en politique, les décisions urgentes se prennent de cette manière-là. Quand on pense, puisqu'on a pensé qu'on devrait arrêter le ministre Tunda,
automatiquement, on devait prendre une décision, ne serait-ce que pour le suspendre de ses fonctions et permettre au parquet de l'arrêter en homme libre. Parce que la loi ne prévoit plutôt que le ministre de la Justice ait un pouvoir d'injonction sur les parquets et non l'inverse. Ça, c'est des 1. Il y a encore un autre élément. Lorsque la loi prévoit que le président de la Cour constitutionnelle, il est d'office le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire que c'est le premier d'entre les magistrats. Ça veut dire que c'est les juges disciplinaires de tous les magistrats. C'est-à-dire aussi que c'est un magistrat de carrière qui a connaissance des mots de la magistrature. Même si la loi ne l'a pas prévu. Même si la loi n'a pas prévu que ce doit forcément être un magistrat de carrière. Mais au regard des charges, au regard de sa tâche, il est mieux indiqué que ce soit absolument un magistrat de carrière. Mais actuellement, nous avons un président de la Cour constitutionnelle, qui est aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un avocat. Il est vrai que ça résout le problème politique, mais entre-temps, ça sacrifie l'appareil judiciaire, ça crée des frustrations. On observe, on n'assiste plus à des réformes dans les secteurs de la justice, il n'y a pas de nouveautés, alors qu'il devait y en avoir pour que l'état de droit prôné par le régime du président Félix Tshisekedi soit effectif. Donc vous pensez que le régime est dans la proclamation de l'état des droits, non pas dans le travail pour amener l'état des droits? C'est ce que je pense. Je pense qu'il fallait que des réformes précèdent cette bonne intention, précèdent cette volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que justement que cette volonté se traduise en actes. On peut bien avoir les bonnes intentions, mais lorsque ce n'est pas suivi de manière formelle, ce ne sera qu'une montagne qui va accoucher d'une souris. Madame Arlette Odia, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Le tout dernier coup d'État militaire organisé en Guinée contre M. Condé, vous le savez, il a été déposé par les forces spéciales guinéennes, mené par le lieutenant-colonel Mamadi Ndoumbouya. Là aussi, il y a des gens qui disent « Azui, il mérite ce qui lui arrive ». Quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez que Alpha Condé, ayant modifié la constitution pour avoir un troisième mandat, et après avoir fait preuve de quelques élans dictatoriaux, mérite ce qui lui arrive? Ou vous vous dites, je suis déçu qu'en Afrique, qu'en plein 21e siècle, nous en soyons encore à assister aux gens qui accèdent au pouvoir par le coup de force? Moi, en tant qu'activiste social, je fais plutôt des analyses, plutôt que de dire je suis pour ou je suis contre, je suis frustré, je suis dans la joie. Non. Moi, je me demande pourquoi on doit en arriver là. Vous savez, s'agissant d'abord d'un coup d'État, un coup d'État ne peut pas se justifier. Non, du tout. Autant qu'une violation ou des tripatouillages de la Constitution ne peut pas non plus se justifier. Il est de la responsabilité de l'Union africaine de toujours interpeller le président ou les soumettre à des sanctions. C'est ce que le peuple africain attend. À chaque fois qu'il y a un président qui apprend qu'un autre d'Afrique voudrait modifier la Constitution, voilà la réponse qu'ils ont toujours donnée. Ben, si le peuple de ce pays-là a accepté et le veut, ce peuple-là est souverain, il peut bien accepter que son président aille au-delà de 2 mandats. C'est là tout le problème. Cette impuissance-là de l'Union africaine est en train de traîner l'Afrique dans la boue. Vous voulez quoi? Que l'Union africaine empiète sur les questions liées à la souveraineté nationale? Que les États ne soient plus souverains et que les États aient à répondre de ce qu'ils font souverainement au niveau de l'Union africaine? L'Union africaine joue quel rôle? S'il ne devrait pas ne serait-ce que jouer celui-là, celui d'interpeller les présidents africains à dire que voilà, si vous faites un 3e mandat, ça risque de poser un problème avec la population, avec l'armée, avec l'opposition. Si on peut arriver à ce point-là, je ne pense pas que ça remet en cause la souveraineté d'un peuple, mais je pense que ce sont des mesures qu'on devrait plutôt prendre. Le 2e élément, c'est la responsabilité de la classe politique. Qu'est-ce qui est reproché à Alpha Condé? Le fait d'avoir modifié la Constitution dans les buts de faire un 3e mandat, et il a
obtenu son 3e mandat. Mais est-ce que le président de la République siège au sein de l'Assemblée nationale? Parce que c'est dans l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée nationale, que la Constitution est votée. Vous verrez des acteurs politiques, parce que étant de la famille politique du président de la République, ils sont incapables de conseiller utilement le président de la République. Voilà la conséquence. C'est ce que nous avons vécu ici en République démocratique du Congo lors de la récomposition de la majorité. Tous ces députés-là, ils savent que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale interdisent qu'un député quitte son groupe parlementaire, quitte son parti politique pour un autre. Nous vivons à ce moment en République démocratique une situation telle que un député qui est au pouvoir et tandis que son parti est dans l'opposition. On a le ministre de la fonction publique, on a la ministre de la formation professionnelle. Il y en a tant qui, le parti, sont dans l'opposition, supposés être dans l'opposition et eux-mêmes, ils sont au pouvoir. Mais la classe politique ne dénonce pas ces faits-là. Si on avait une armée indisciplinée, peut-être qu'en République démocratique du Congo, on aurait connu les mêmes choses. Mais là encore, il est l'occasion de saluer le travail de Joseph Kabila qui a doté... Non, mais laissez-moi évoluer. Qui a doté... Petit à petit, vous laissez tomber le masque, hein? Non. Vous êtes un vrai... Vous êtes une kabiliste camouflée, madame. Écoutez-moi. Le masque commence à tomber petit à petit, quand même. Écoutez-moi, c'est normal que ça crée cette confusion-là. Certains pensent que Joseph Kabila n'est qu'un acteur politique. Moi, je parle de lui en tant qu'ancien président de la République. Et tout citoyen, il est logique et normal de parler des mérites de ses anciens chefs de l'État. C'est ainsi que je n'ai pas de honte, moi, à dire que sous le régime de Mobutu n'était pas dictatorial. Pour moi, c'était un régime totalitaire. Et à l'époque, c'est comme ça que c'était partout en Afrique. Quand les gens disent que Mobutu était dictateur, je pense qu'ils ont, eux, des raisons de lui coller ce qualificatif. Mais lorsque moi, j'analyse l'histoire, je pense que son pouvoir était plutôt totalitaire et que c'était ça la mode dans tous les pays. Et lorsque la vague de la démocratisation est arrivée au pays, ils n'avaient plus le choix. Les pays ont migré des partis-États au multipartisme. C'est ainsi que, de la même manière, je loue les réalisations du président Kabila. Je loue les réalisations d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, je loue les réalisations de Joseph Kasavubu ainsi que de Lumumba. Je louerai les réalisations du président Félix Tshisekedi après lui, si au moins il pourrait à chaque fois écouter les revendications du peuple, celles qui passent par nous les SEDUC ou celles qui passent par d'autres structures. Alors pour revenir à ce dont on parlait, la classe politique a une responsabilité à côté de la responsabilité de l'Union africaine. Parce que nous devons arriver à quelque chose. Cette chose-là, c'est la promesse ou la prophétie de Fumu Kimbangu qui disait que à la longue, mutu mwindu akoleka mundele. Yango de ba mindele wana bazo bangaka que batu mwindu to s'organiser parce que une fois to s'organiser avec les richesses potentielles en Afrique, on risque vite de dépasser l'homme blanc. C'est ainsi qu'il est de notre responsabilité en tant qu'Africains de faire fonctionner l'Union africaine correctement pour ne serait-ce que conseiller utilement les chefs d'État, mais la classe politique de chaque pays a aussi la responsabilité d'interpeller les chefs de l'État lorsqu'il est question de violer de manière aussi flagrante la Constitution de la République. Madame, si je vous demande, j'ai demandé au SEDUC de faire la différence entre Kabila et Tshisekedi, ça sera quoi? Entre les deux, qui vous semble avoir été un bon président? Non, un bon président, je ne saurais pas comparer quelqu'un qui est déjà parti à celui qui est en fonction. Parce que rien n'interdit le fait que dans les 2 ans qui suivent, qu'il y ait des changements brusques et des grandes réalisations. Jugez les 3 ans. Jugez les 3 ans avant les 2 ans qui arrivent. Je parle de ces 3 ans que vous l'avez expérimenté. J'ai toujours dit que je crois en des bonnes intentions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix Tshisekedi, c'est même pour cette raison qu'au début du mandat que j'ai voté pour lui. C'est pour cette raison que j'ai été dans un parti qui l'a accompagné jusqu'au moment où l'Union sacrée naissait. C'est là que j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis allée ailleurs et c'est ailleurs, là c'est les SEDUC où je me sens aujourd'hui très à l'aise.
Mais parlons de Joseph Kabila. On va quand même se rendre compte qu'il arrive au pays, il n'avait que 29 ans. Je pense qu'à 29 ans, les gens sont encore, pour certains, en train d'attendre le pain à la maison, en train de suivre la télé. Mais là, il prend les responsabilités de chef de l'État. Il commence à projeter, il commence à prendre des grandes initiatives. Moi, je suis de la société civile. La société civile a commencé avec le maréchal Mobutu, mais Joseph Kabila arrive au pouvoir le 24 janvier 2001. Déjà au mois de juin, le 20 juin 2001 de la même année, il met en place la loi portant régime applicable aux associations sans but lucratif et établissements d'intérêt public. Ça veut dire qu'il commence déjà par prendre des initiatives. Il a amené la classe politique à Sun City. À chaque fois qu'il a pris des engagements, il les a respectés. Il a amené la classe politique aux élections. Surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est que lorsque Kabila s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas qu'il pouvait bien organiser les élections en 2006. Parce qu'à ce niveau-là, la communication, je pense qu'elle n'a pas été faite. Moi, j'étudie l'histoire de ce pays. J'ai noté qu'en 2016, les élections pouvaient bien se tenir. Mais pourquoi elles ne se sont pas tenues? C'est parce que Joseph Kabila avait compris qu'il était déjà le temps de libérer économiquement l'Afrique de la prédation des Occidentaux. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a pensé que les élections devaient être organisées sur fonds propres de la République démocratique du Congo. Il a amené la classe politique aux accords de la cité de l'OUA. Souvenez-vous. Et lorsque ces accords ont été conclus, il y a eu des résolutions. Mais lorsque Étienne Tshisekedi Mulumba avait récusé Edem Kodjo, avait estimé que c'était un kabiliste, avait estimé que ces accords de la cité de l'OUA n'étaient pas inclusifs, il a exigé d'autres accords et Joseph Kabila a accédé encore à ces demandes. C'est ainsi qu'on a eu des accords et de la cité de l'OUA, on a eu des accords à la CENCO. Mais est-ce qu'en 2023, il y aura des élections? Est-ce que les élections de 2023, elles seront financées sur fonds propres ou on ira encore emprunter de l'argent pour nous remettre dans le joug duquel Joseph Kabila avait décidé de délivrer l'Afrique ou alors le Congo? C'est ce que nous pensons. Donc Kabila, pour vous, c'est un libérateur? Je suis en train d'analyser les faits. Oh, j'analyse avec vous, il n'y a pas de problème. Je suis en train d'analyser les faits et c'est ainsi que j'avais toujours pensé qu'il était bon pour son excellence, monsieur le président Joseph Kabila, le président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de capitaliser. C'est celui-là que moi je peux considérer comme un monument vivant, une bibliothèque vivante, pour ensemble se mettre d'accord sur comment faire développer. On est à la 47e minute, je ne m'en suis même pas rendu compte, cher ami à la réalisation là-bas. On va terminer, mais je m'en voudrais quand même si je ne vous fais pas réagir par rapport à ce thème. La Mouka appelle à sa marche le 15. Je vois qu'il y a d'autres rumeurs où on dit qu'il faut perturber. Il y en a qui disent que Bamoussou, Bapessi, Baninga, Bamachette, tout ça. Vous dites quoi? Vous serez à la marche de la Mouka le 15? Je ne pense pas. Contre la politisation de la CENI et le glissement? Personnellement, je n'y serai pas parce qu'à cette date-là, j'ai une audience. Et les audiences, on sait quand elles commencent et on ne sait pas du tout quand elles terminent. Alors, quand des citoyens ont décidé de faire une marche pour une revendication quelconque, étant donné que la Constitution ne l'interdit pas, on ne peut pas les leur interdire. Je salue cet engagement-là. Mais qu'est-ce que moi je lis plutôt? L'intention et la volonté des dirigeants de la Mouka d'amener le président de la République à comprendre ou à accéder à la demande de concertation en vue d'un processus électoral apaisé. Mais voilà là où je ne suis pas d'accord ou que je n'aimais pas sur la même longueur d'onde avec eux, c'est lorsque la Mouka vous dit qu'il marche pour la dépolitisation de la CENI. Il parlait de la dépolitisation de la CENI, mais aussi de lutter contre le glissement qui pourra intervenir. Ils craignent qu'on n'ait pas des élections en 2023. Oui, par rapport à cela, moi je suis tout à fait d'accord, comme je venais de le dire, qu'il est important que soient convoqués les cas de concertation. Mais la dépolitisation de la CENI, vous dites quoi? C'est une hypocrisie? Pour moi, je considère cela, comme vous l'avez dit, je prends votre mot, une hypocrisie. Vous savez,
d'abord que la société civile, à qui on a confié la responsabilité de désigner le président de la CENI, s'est embrouillée et en ce moment, elle a échoué. Elle a donné un PV qui n'est pas celui qu'on attendait. On aurait voulu voir un PV de désignation d'un président de la CENI, soit par voie de consensus, soit par voie de vote. Ni le vote, ni le consensus n'a été trouvé. Est-ce qu'il faut encore confier cette responsabilité-là à cette société civile alors qu'on avait pensé qu'elle pouvait mieux faire les choses que les politiques? Je pense qu'il est important aujourd'hui que ce soit les acteurs politiques qui délèguent les membres de la CENI, mais que la société civile ne joue que le rôle d'observateur. Parce que, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, la désignation d'animateur de la CENI, c'est un acte éminemment politique. Et que ça devrait absolument être décidé par les politiques. Mais puisque le souci est celui d'avoir des bonnes élections en 2023, que la société civile joue ce rôle d'observateur, joue ce rôle d'alerteur, des donneurs d'alerte, des lanceurs d'alerte, pour garantir des bonnes élections. Tout ce que nous voulons, tous en tout cas, c'est de bonnes élections. J'ai entendu les communicateurs de l'Union Sacrée, j'ai entendu les communicateurs du FCC, j'ai entendu les communicateurs de la MOUCA, et même au sein de la société civile et le peuple congolais dans son ensemble ne veut que d'une chose, des bonnes élections en 2023, des élections qui soient démocratiques, transparentes, libres, mais surtout apaisées. Arlette Odia, merci d'être venue nous voir. Le plaisir est partagé. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que notre invité de ce soir, c'était donc Maître Arlette Odia, coordonnateur ou responsable des CEDUC, collectif pour le développement et l'unité du Congo. Cette fois-là, je l'ai intégré en tête. Je n'ai même pas besoin de lire mon calepin. Je vous retrouve pour un autre numéro de cette émission prochainement. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.